Il y a une cruauté particulière dans l'humiliation publique que ceux qui ne l'ont jamais vécue ne peuvent véritablement comprendre, car ce n'est pas seulement l'instant lui-même qui blesse, mais son écho infini, la manière dont un seul moment de mortification peut briser l'édifice d'une vie si soigneusement bâtie et laisser une personne à jamais changée, à jamais prudente, à jamais consciente que le monde l'a vue au plus vulnérable de son être et l'a jugée insuffisante. Lady Eleanor Ashworth comprenait cette vérité avec une intimité qu'elle n'aurait pas souhaitée à son pire ennemi, bien qu'à 23 ans, elle possédât un esprit trop doux pour se targuer d'avoir le moindre ennemi. Elle était la fille unique du vicomte Ashworth, un homme d'ancienne lignée et de moyens modestes, et elle avait été élevée dans cette strate particulière de la société anglaise où l'on possédait toutes les attentes de la noblesse, avec peu des ressources pour y répondre. Éléanore n'était pas une beauté du genre de celle dont les poètes écrivaient des sonnets, elle ne possédait ni boucles d'or, ni traits saisissants qui attiraient l'attention en entrant dans une pièce, mais il y avait quelque chose dans ses yeux bruns et chaleureux qui parlait d'intelligence et de bonté, quelque chose dans la dignité tranquille de son port qui attirait ceux qui prenaient le temps de la voir vraiment. Elle avait une beauté douce, du genre de celle qui se révèle lentement, comme l'aube se levant sur des eaux calmes, et ceux qui la connaissaient bien la considéraient comme la femme la plus admirable de leur entourage. Mais Londres, au printemps de 1815, se souciait peu de la beauté douce ou de la dignité tranquille, car c'était le sommet de la saison, lorsque la société se rassemblait comme des paons étincelants pour exhiber leur plumage et conclure des alliances avantageuses. Et Éléanore s'était retirée de tout cela. Elle n'avait assisté à aucun bal depuis 2 ans, n'avait pas porté ses escarpins de danse, ni senti la presse d'une salle de bal bondée, ni enduré les regards calculateurs des gentilshommes en âge de se marier. Au lieu de cela, elle restait à la campagne autant que possible, aidant son père vieillissant à gérer leur domaine en déclin, examinant des comptes qui devenaient de plus en plus troublants, et feignant de ne pas remarquer les regards inquiets de sa mère ou la façon dont les mains de son père tremblaient un peu plus chaque mois. Elle s'était rendue utile, indispensable même, car l'utilité était quelque chose qu'elle pouvait offrir quand elle n'avait rien d'autre, quand l'espoir s'était révélé un luxe qu'elle ne pouvait guère se permettre. La blessure qu'elle portait n'était pas visible à l'observateur occasionnel, mais elle vivait néanmoins en elle, une compagne constante qui lui chuchotait dans les moments de calme qu'elle avait été pesée et mesurée par le monde et jugée insuffisante. Elle ne parlait pas de cela, de cette chose qui lui était arrivée, de ce moment qui avait scindé sa vie en un avant et un après, mais cela influençait chaque choix qu'elle faisait. Chaque pas prudent qu'elle prenait loin du monde scintillant qui avait autrefois semblé si plein de promesses. Eleanor Ashworth avait appris, de la manière la plus cruelle qui soit, que les rêves étaient des choses dangereuses, et elle avait résolu de ne plus jamais rêver. Le souvenir, quand il venait, arrivait sans y être invité, comme le font toujours les souvenirs de cette ampleur, refaisant surface dans les moments de calme où les défenses d'Éléanore étaient abaissées et où son esprit vagabondait vers des lieux où elle lui avait interdit d'aller. 2 ans auparavant, elle avait été une créature entièrement différente, une jeune femme de 21 ans qui croyait encore que la bonté pouvait être récompensée et que la parole d'un gentilhomme pouvait être digne de confiance. Lord Reginald Blackmore avait semblé être tout ce qu'une jeune dame pouvait espérer. Héritier du comte de Westmore, doté de cheveux d'or, d'un charme facile et d'un sourire qui faisait battre le cœur d'Éléanore d'une manière qu'elle avait lue dans les romans, mais jamais expérimentée. Il l'avait recherchée lors des assemblées, avait dansé 2 fois avec elle, alors que les convenances exigeaient qu'il ne danse qu'une seule fois, s'était promené avec elle dans les jardins, et avait parlé d'avenir et de possibilités de cette manière insouciante dont parlent les beaux jeunes hommes
quand il croit détenir tout le pouvoir du monde. Éléanore avait été prudente, car la prudence était dans sa nature, mais même la prudence ne pouvait résister au siège persistant de l'espoir, et elle s'était permis, dans les recoins les plus secrets de son cœur, de croire qu'elle pourrait peut-être être aimée, après tout. Leur cour avait duré tout l'automne et une partie de l'hiver, assez longtemps pour que la société murmure d'une annonce attendue, assez longtemps pour que la mère d'Eléanore parle de robe de mariée et que le père d'Eléanore s'enquiert délicatement des arrangements financiers, assez longtemps pour qu'Eléanore elle-même imagine une vie en tant que Lady Blackmore et sente que peut-être sa modeste dot et son manque de relations n'importerait pas à un homme qui prétendait valoriser son esprit doux au-dessus de toute considération matérielle. Elle avait été une sotte, bien qu'elle ne l'eût pas su alors, et sa sottise avait été révélée au monde entier lors de la nuit étincelante du bal de printemps de Lady Pembroke, lorsque les plus belles familles de Londres s'étaient rassemblées dans leurs soieries et leurs bijoux pour voir et être vues. Éléanore était arrivée l'espoir chantant dans ses veines, portant sa plus belle robe de mousseline rose pâle, s'attendant à ce que ce soit la nuit même où Reginald parlerait à son père et ferait connaître ses intentions. Au lieu de cela, elle avait observé de l'autre côté de la salle de bal comment il levait son verre et annonçait ses fiançailles avec Miss Arabella Thornton, une héritière au visage chevalin dotée de 40 000 livres et d'un père qui avait fait fortune dans le commerce, et le monde avait basculé sous les pieds d'Éléanore et ne s'était jamais tout à fait redressé. Elle aurait peut-être survécu même à cela, se serait peut-être retirée discrètement pour panser ses blessures en privé, si elle n'avait pas entendu sa voix portée à travers la pièce lorsqu'une connaissance commune exprima sa surprise face à cette union et mentionna le nom d'Éléanore. « Miss Ashworth, avait-il dit avec un rire qui coupait comme du verre brisé, vous plaisantez, assurément. Elle n'a rien pour elle qu'un visage agréable. Un homme de ma position requiert la fortune, non le sentiment. » Et le rire de ceux qui l'entouraient s'était élevé comme une vague pour la noyer, et Éléanore était restée figée, tandis que les murmures se propageaient, et que les regards se tournaient vers elle, apitoyés, amusés et cruels tout à la fois. Et elle avait appris, en ce seul instant dévastateur, qu'elle n'avait été rien de plus qu'un divertissement, une agréable façon de passer le temps jusqu'à ce qu'une meilleure perspective se présente, et elle s'était juré, en se retirant de cette salle de bal la tête haute et le cœur en ruine, qu'elle ne se laisserait plus jamais abuser de la sorte. 2 années s'étaient écoulées depuis cette soirée terrible, et Éléanore s'était transformée en quelque chose de pratique et d'utile, une fille qui n'accablerait pas sa famille avec des espoirs insensés, ou des notions romantiques qui ne servaient qu'à inviter davantage de douleur. Elle avait refusé les douces suggestions de sa mère de tenter une autre saison, avait rejeté l'idée que le temps pourrait guérir les blessures, ou que la société pourrait oublier, car elle savait mieux maintenant, savait que le monde se souvenait de la faiblesse et s'en nourrissait, et elle ne s'offrirait pas en pâture une seconde fois. Au lieu de cela, elle s'était rendue indispensable à Ashworth Manor, leur modeste domaine de campagne où la peinture s'écaillait doucement sur les cadres des fenêtres, où le toit fuyait dans l'aile est et où les domestiques qui restaient le faisaient plus par loyauté que par certitude de salaire continu. La santé de son père avait commencé à décliner sérieusement, sa constitution autrefois robuste s'affaiblissant sous le double fardeau de l'âge et de l'inquiétude, et Éléanore avait pris en charge la gestion des comptes de la maisonnée avec une compétence qui la surprenait elle-même, découvrant dans les colonnes de chiffres et l'allocation prudente de ressources décroissantes une sorte de paix qui venait du fait de savoir exactement où l'on se tenait, même si l'on se tenait sur un terrain de plus en plus instable. Elle savait au sou près ce qu'il devait et à qui, savait quels créanciers pouvaient être persuadés de patienter et lesquels ne le feraient pas, savait que l'argenterie devrait être vendue avant l'hiver et que même alors, ils auraient du mal à maintenir la fiction de la noblesse
qui était tout ce qui leur restait. Sa mère la regardait avec des yeux qui contenaient des mesures égales de gratitude et de chagrin, reconnaissante pour une fille qui s'était montrée à la hauteur de leur situation avec une force si tranquille, pleurant la jeune fille rieuse qui avait autrefois rêvé d'amour, de salle de bal et d'un avenir radieux de possibilités. Eleanor comprenait le chagrin de sa mère, mais ne pouvait le partager, car elle avait fait la paix avec la réalité et la trouvait bien moins douloureuse que la fantaisie. Avait appris que l'amour était un luxe réservé à ceux qui avaient une fortune suffisante pour amortir ces inévitables déceptions, et elle ne possédait pas un tel coussin. Elle serait sensée, serait pratique, s'assurerait que ses parents vivent leurs dernières années dans le confort qu'elle pourrait leur offrir, et elle n'attendrait rien pour elle-même, au-delà de la satisfaction du devoir accompli. Telle était la vie qu'elle avait choisie, ou plutôt la vie qui lui avait été choisie par des circonstances indépendantes de sa volonté, et elle l'avait acceptée avec la même dignité tranquille qui l'avait toujours définie, cette douce force que les autres remarquaient si rarement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle ne savait pas, en ce matin gris de mars où la lettre arriva, portant un sceau qu'elle ne reconnaissait pas, que tout ce qu'elle s'était résignée à accepter était sur le point de changer, que le destin n'avait pas encore fini d'écrire son histoire, et que le chapitre suivant commencerait par des mots qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, venant d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. La lettre portait un sceau qu'Eleanor ne reconnaissait pas, une lourde cire pourpre frappée d'un blason qui parlait de lignage ancien et de conséquences considérables, et ses doigts tremblèrent légèrement, tandis qu'elle le brisait à la faible lumière du bureau de son père, où elle avait examiné les comptes trimestriels et calculé combien de mois il pourrait encore tenir avant que le semblant de solvabilité ne s'effondre entièrement. Les mots à l'intérieur n'eurent aucun sens à la première lecture, ni à la seconde, et ce n'est qu'à la troisième qu'Eleanor s'autorisa à croire ce qui y était écrit. Une invitation à se présenter à la résidence londonienne de sa grâce Marcus Blackwood, duc d'Ashworth, à sa plus prompte convenance pour discuter d'une affaire d'intérêt mutuel. Le duc d'Ashworth, un homme dont Eleanor ne connaissait le nom que par les conversations chuchotées des autres, car il évoluait dans des cercles si loin au-dessus de sa propre sphère diminuée, qu'elle aurait aussi bien pu lire l'histoire d'un personnage de mythologie plutôt que celle d'un gentilhomme vivant qui souhaitait apparemment lui parler. Elle savait ce que la société disait de lui, avait entendu les rumeurs même dans son isolement rural, car le duc d'Ashworth était le genre d'homme dont tout le monde parlait et que personne ne connaissait vraiment. Il avait 32 ans, possédait une fortune si vaste que même les mères les plus ambitieuses du ton pouvaient à peine en calculer l'étendue, maître de domaines qui s'étendaient sur 3 comtés et d'une maison londonienne dont on disait qu'elle rivalisait avec Carlton House elle-même en magnificence. Il était aussi, de l'avis de tous, absolument impossible, un homme au visage sévère et au comportement froid qui ne dansait jamais au bal, souriait rarement à quiconque, et était connu pour réduire des hommes faits au bégaiement, avec rien de plus qu'un seul regard glacial de ses yeux gris perçants. Les murmures le peignaient comme formidable, intimidant, comme un homme qui n'avait jamais eu besoin de charmer personne dans sa vie, parce que le monde se pliait à sa volonté, sans exiger le moindre effort de sa part. Sa mère, la duchesse douairière, l'aurait pressé pendant des années de choisir une épouse et d'assurer la succession, mais il avait écarté chaque candidate qui lui était présentée, chaque diamant de la plus belle eau et chaque héritière accomplie, avec la même indifférence méprisante qui caractérisait toutes ses interactions avec la société. Pourquoi un tel homme convoquerait Eleanor Ashworth, fille d'un vicomte aux moyens modestes et à la réputation encore plus modeste, était un mystère qui défiait toute logique, et pourtant la lettre était indubitablement réelle, le sceau authentique, l'invitation claire. Ses parents accueillirent de la nouvelle
avec des expressions qui auraient pu être comiques dans d'autres circonstances, la tasse de thé de sa mère figée à mi-chemin de ses lèvres, et le journal de son père abaissé, pour révéler des yeux écarquillés d'étonnement perplexe. Ils l'interrogèrent, s'interrogèrent eux-mêmes, se demandèrent si la lettre n'avait pas été mal acheminée, ou s'il s'agissait d'une plaisanterie élaborée, mais la qualité du papier et l'autorité du sceau ne pouvaient être niées. Et finalement, Éléanore se leva de sa chaise et annonça qu'elle irait, non pas parce qu'elle s'attendait à ce qu'il en résulte quoi que ce soit, non pas parce qu'elle nourrissait des illusions sur ce qu'un duc pourrait vouloir d'une femme comme elle, mais parce que sa famille ne pouvait se permettre d'offenser un homme si puissant, et parce que la curiosité, cette dangereuse compagne qu'elle croyait avoir abandonnée depuis longtemps, s'était agitée dans sa poitrine et exigeait satisfaction. Ashworth House s'élevait devant Eleanor comme un monument à tout ce qu'elle n'était pas. Sa façade de pierre pâle s'étendant sur une largeur impossible à travers la place la plus à la mode de Mayfair, ses fenêtres brillant d'une clarté immaculée qui parlait d'une armée de domestiques dont le seul but était de s'assurer qu'aucune particule de poussière n'ose se déposer sur quelque surface que ce soit. Et elle sentit son courage fléchir lorsque la portière de la voiture s'ouvrit et qu'un laquais en livrée impeccable l'aida à descendre sur le trottoir avec le genre de déférence exercée qu'elle n'avait jamais connu de sa vie. Le hall d'entrée à lui seul aurait pu engloutir tout le rez-de-chaussée de sa famille, des sols en marbre poli jusqu'à un éclat de miroir reflétant la lumière d'un lustre dégoulinant de cristaux, valant plus que le revenu annuel de son père. Et Éléanore se força à respirer calmement, tandis qu'un majordome d'une dignité imposante la conduisait à travers des couloirs bordés de portraits d'ancêtres qui semblaient la regarder de haut avec une désapprobation aristocratique, comme s'ils savaient qu'elle n'avait pas sa place au milieu d'une telle magnificence et attendaient simplement qu'elle le réalise elle-même et s'enfuit. On la fit entrer dans un salon aux proportions élégantes, la laissant seule avec son cœur battant la chamade et sa meilleure robe, qui avait semblé assez respectable dans sa propre modeste demeure, mais qui paraissait maintenant douloureusement inadéquate contre les murs recouverts de soie et les meubles qui brillaient de la patine de générations de soins attentifs. Et elle était encore en train de cataloguer toutes les manières dont elle était en deçà de son environnement lorsque la porte s'ouvrit et il entra, et toutes les pensées dans sa tête se dispersèrent comme des oiseaux effarouchés. Le duc d'Ashworth était grand, plus grand qu'elle ne l'avait prévu, avec des cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage qui semblait taillé dans la même pierre impitoyable que sa demeure ancestrale, tout en angles vifs et lignes sévères, qui auraient pu être beaux s'il s'était jamais adouci en quelque chose ressemblant à de la chaleur. Ses yeux étaient gris, du gris des tempêtes d'hiver et de l'acier froid, et ils l'évaluèrent avec une intensité qui donna à Éléanore l'impression qu'il pouvait voir à travers son calme soigneusement maîtrisé, jusqu'à la femme effrayée en dessous, qui se demandait quelle folie l'avait possédé pour venir ici. Il ne sourit pas en la saluant, n'offrit aucune des amabilités sociales qui auraient pu apaiser la tension crépitante dans l'air entre eux, se contenta de lui faire signe de s'asseoir et prit place en face d'elle avec l'économie de mouvement qui caractérisait un homme qui n'avait jamais eu besoin de gaspiller son effort pour quelque chose d'aussi trivial que de mettre les autres à l'aise. Leur conversation commença avec une formalité guindée, des questions sur son voyage et la santé de sa famille qu'il posa avec l'air d'un homme accomplissant une obligation plutôt qu'exprimant un intérêt sincère. Et pourtant Éléanore se surprit à noter la franchise de son regard, la façon dont il écoutait réellement ses réponses, plutôt que d'attendre simplement qu'elle ait fini de parler pour pouvoir continuer avec son propre ordre du jour. Lorsqu'il expliqua enfin pourquoi il l'avait convoqué, ses paroles furent si inattendues qu'Éléanore ne put que le fixer en un silence perplexe, car il parla de l'avoir observé,
d'admirer des qualités qu'elle n'aurait jamais imaginé que quiconque puisse remarquer. Sa gentillesse envers les domestiques, sa dignité face aux affronts sociaux, son absence totale de la prétention minaudante qui caractérisait tant de dames du ton. Il précisa, avec cette même franchise inébranlable, qu'il s'agissait d'une affaire pratique, non romantique, et Eleanor comprit alors que quoi que cet homme étrange voulût d'elle, ce n'était pas son cœur, ce qui fut peut-être la seule assurance qui lui permit de rester assise et d'entendre ce qu'il allait dire ensuite. Le silence qui suivit sa déclaration s'étendit entre eux comme une chose vivante, et Eleanor se surprit à chercher sur son visage un signe de plaisanterie ou de cruauté, une indication que c'était une humiliation élaborée conçue pour la blesser davantage. Mais ses yeux gris ne contenaient rien d'autre qu'une certitude tranquille. Le regard inébranlable d'un homme qui n'avait jamais de sa vie fait une offre qu'il n'avait pas l'intention d'honorer. Il parla du mariage comme on parlerait d'un arrangement commercial, ce qu'elle supposa que c'était, exposant les termes avec la même précision qu'il aurait pu utiliser pour négocier l'achat d'un domaine ou la fusion de deux intérêts financiers. Et pourtant, la substance de ce qu'il offrait était si loin de tout ce qu'Eleanor avait osé imaginer qu'elle pouvait à peine comprendre les mots à mesure qu'il les prononçait. Il avait besoin d'une duchesse, expliqua-t-il, une femme de bon sens et de dignité qui pourrait gérer sa maisonnée et se tenir à ses côtés en société sans l'embarrasser par des simagrées affectées ou des tentatives transparentes de le manipuler pour son propre avancement. Et il avait suffisamment observé le caractère d'Eleanor pour croire qu'elle possédait les qualités qu'il recherchait. En échange, il apurerait entièrement les dettes de sa famille, verserait à ses parents une somme qui assurerait leur confort pour le reste de leur vie, et fournirait à Eleanor elle-même une allocation assez généreuse pour garantir son indépendance, quelle que soit l'évolution de leur arrangement. Il ne parla pas d'affection, ne prétendit pas à des émotions qu'il ne ressentait manifestement pas, et Eleanor se trouva étrangement reconnaissante de son honnêteté, même si une petite partie sotte de son cœur pleurait l'absence de mots plus doux. Ce n'était pas de l'amour, ne le serait jamais, mais c'était la sécurité, un but, et le salut de tous ceux qu'elle chérissait, et cela n'avait-il pas plus de valeur que les fantaisies romantiques qu'elle avait été assez naïve pour chérir autrefois? Elle demanda du temps pour réfléchir, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait prévu, et quelque chose vacilla dans son expression qui aurait pu être de l'approbation ou de la surprise qu'elle n'ait pas immédiatement accepté ce que toute autre femme dans sa position aurait saisi sans hésitation. Il accéda à sa demande d'un bref signe de tête, lui accordant une période d'1 semaine pendant laquelle elle pourrait réfléchir et consulter sa famille, et Eleanor se leva pour prendre congé, se sentant comme si elle se déplaçait dans un rêve dont elle pourrait se réveiller à tout moment. Elle était à mi-chemin de la porte quand elle réalisa qu'elle frissonnait, le froid de la pièce s'étant infiltré à travers sa pelisse inadéquate, sans qu'elle s'en aperçoive, et avant qu'elle ne puisse parler, ou même enregistrer pleinement son propre inconfort, le duc avait sonné un domestique et ordonné qu'on apporte du thé, sa voix portant ce même ton de commandement qui lui semblait aussi naturel que de respirer. C'était une si petite chose, un geste si trivial. Et pourtant Eleanor se surprit à se retourner pour le regarder avec des yeux nouveaux, se demandant quelle sorte d'homme remarquait qu'une femme qu'il connaissait à peine avait froid et agissait pour remédier à son inconfort avant même qu'elle n'ait pensé à le mentionner. Et elle emporta cette interrogation avec elle tout le long du trajet en voiture, la retournant dans son esprit comme une pièce de puzzle qui ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'on lui avait donnée du duc d'Ashworth, froid et redoutable. La conversation avec ses parents se déroula exactement comme Eleanor l'avait prévu. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes qui coulèrent sur ses joues burinées à mesure que toutes les implications de l'offre du duc devenaient claires. Son père resta assis dans un lourd silence, les mains jointes devant lui, son expression passant par le soulagement.
la gratitude et quelque chose qui ressemblait douloureusement à de la culpabilité, comme s'il se blâmait pour les circonstances qui avaient amené sa fille au point d'accepter un mariage sans amour pour les sauver tous de la ruine. Sa mère parla de providence et de bénédiction, de prières exaucées et d'avenir assuré, et Éléanore écouta avec un sourire soigneusement fixé sur son visage, tandis qu'à l'intérieur, elle cataloguait tout ce à quoi elle renonçait. Les rêves de jeune fille qu'elle avait autrefois nourris d'un mari qui la regarderait avec adoration, d'un mariage bâti sur une passion mutuelle plutôt que sur une convenance mutuelle, d'une vie où elle serait choisie pour elle-même plutôt que pour son adéquation à un rôle à remplir. L'inquiétude de son père la toucha plus profondément que la joie de sa mère. Sa question discrète sur son bonheur flottant dans l'air entre eux comme une accusation, et Éléanore se surprit à le rassurer avec des mots qui sonnaient creux même en les prononçant, expliquant que le bonheur n'était garanti à personne et qu'elle trouverait le contentement en sachant sa famille en sécurité, qu'elle se construirait une vie pleine de sens et de dignité, même si elle manquait de l'amour romantique qu'elle avait été assez sotte pour espérer autrefois. Elle envoya son acceptation au duc le soir même, écrivant les mots de sa main soignée et regardant l'encre sécher avec l'étrange sensation de voir son ancien moi disparaître, et les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de préparatifs, de formalités juridiques et du règlement discret des dettes qui avaient pesé sur sa famille comme un nuage d'orage depuis plus longtemps qu'Éléanore ne voulait s'en souvenir. Le mariage lui-même fut exactement comme elle l'avait demandé lorsque le duc lui avait demandé sa préférence. Une cérémonie simple dans une petite église avec seulement ses parents et l'avoué du duc comme témoin, sans grande pompe pour attirer l'attention d'une société qui murmurerait et spéculerait quoi qu'elle fasse. Et Éléanore prononça ses vœux d'une voix claire qui ne trembla pas, se liant à un homme dont l'expression restait aussi illisible qu'au premier instant où elle l'avait vu. Les murmures commencèrent, avant que l'encre ne soit sèche sur le registre, se propageant dans les salons de Londres comme une traînée de poudre. Spéculations incrédules sur ce qui avait bien pu pousser le célibataire le plus convoité d'Angleterre à choisir une inconnue sans rien pour la recommander. Et Éléanore entendit les échos de ces murmures dans les regards des domestiques et les félicitations soigneusement formulées de parents éloignés qui ne pouvaient tout à fait dissimuler leur étonnement. Elle s'arma de courage contre le jugement, s'enveloppant de sa dignité comme d'une armure, se rappelant qu'elle n'avait pas demandé l'amour et ne pouvait donc être blessée par son absence, et lorsque la voiture s'éloigna de Londres, l'emportant vers Ravensmoor et sa nouvelle vie de duchesse d'Ashworth, elle regarda par la fenêtre la campagne qui défilait et s'autorisa à sentir, juste un instant, le fragile battement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Ravensmoor surgit de la campagne comme une image de rêve, sa pierre couleur de miel brillant chaleureusement sous la lumière de l'après-midi, alors que la voiture franchissait la dernière colline et qu'Éléanore apercevait pour la première fois ce qui était maintenant, chose impossible, sa demeure. Elle s'était attendue à la grandeur, s'était préparée à la magnificence froide que la richesse produit si souvent. Mais le domaine qui s'étendait devant elle possédait une beauté qui semblait presque accueillante, ses lignes élégantes adoucies par des rosiers grimpants et des chênes anciens qui parlaient de générations de soins attentifs, d'un lieu qui avait été aimé plutôt que simplement entretenu. Le duc était assis en face d'elle en silence, comme il l'avait été pendant une grande partie du voyage, mais elle remarqua son regard se tourner vers la fenêtre à leur approche, quelque chose changeant de manière presque imperceptible dans son expression, qui aurait pu être du soulagement ou la chose la plus proche de la chaleur qu'elle lui avait vue manifester jusqu'à présent. Le personnel de la maison s'était rassemblé pour les accueillir, une longue lignée de visages qu'Éléanore se surprit à étudier avec une attention anxieuse, cherchant le jugement ou le ressentiment qu'elle s'attendait à moitié à trouver chez des domestiques
qui devaient sûrement se demander à quoi leur maître avait bien pu penser en choisissant une épouse si quelconque. Au lieu de cela, elle trouva quelque chose qui la surprit. Des révérences et des saluts respectueux, oui, mais aussi des regards échangés entre les femmes de chambre qui semblaient presque satisfaits. Et lorsque Mrs. Barrett, la gouvernante, s'avança pour lui souhaiter la bienvenue, les yeux de la femme plus âgée contenaient une chaleur qui semblait entièrement sincère. La gouvernante la conduisit à ses appartements avec un flot de bavardage doux sur la maison et son fonctionnement, et Éléanore écouta attentivement, reconnaissante pour les informations et étrangement touchée par le soulagement évident de la femme que Ravensmoor est enfin une maîtresse digne de ce nom après tant d'années. Ses chambres étaient d'une beauté au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, décorées dans des tons de bleu doux et de crème qui captaient la lumière des hautes fenêtres donnant sur un jardin qui semblait s'étendre à l'infini vers un lac lointain, et lorsque Mrs. Barrett mentionna que sa grâce lui avait ordonné de tout arranger selon les préférences de la nouvelle duchesse, que rien n'était fixe et que tout pouvait être changé pour convenir à ses goûts, Éléanore sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine, qui était restée crispée depuis le moment où elle avait prononcé ses vœux de mariage. Le dîner de ce soir-là fut une affaire tranquille, juste eux deux dans une salle à manger qui aurait pu accueillir 40 personnes, et Éléanore lutta contre des silences qui s'étiraient assez longtemps pour devenir inconfortables, cherchant des sujets de conversation qui ne révéleraient pas à quel point elle se sentait dépassée. Il l'interrogea sur ses intérêts, son ton formel mais pas méchant, et lorsqu'elle mentionna son amour des livres, quelque chose vacilla dans ses yeux gris qu'elle ne put tout à fait interpréter. Il se leva de table sans explication et la conduisit à travers des couloirs qu'elle ne connaissait pas encore, s'arrêtant finalement devant un ensemble de portes en chêne sculptées qu'il poussa pour révéler une bibliothèque si vaste, si magnifique, si parfaitement en accord avec toutes les fantaisies livresques qu'elle avait jamais nourries, qu'Éléanore ne put que rester sur le seuil, la main pressée sur son cœur et les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement muet. Des milliers de volumes tapissaient les murs du sol au plafond, leurs dos en cuir brillant à la lumière des lampes, et le duc se tint à côté d'elle en silence pendant un long moment, avant de prononcer les mots dont Éléanore se souviendrait pour le reste de sa vie. « Tout ceci est à vous, maintenant. » Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme qu'Éléanore n'avait pas anticipé, un schéma tranquille de matinées passées à examiner les comptes de la maison avec Mrs. Barrett et d'après-midi perdus dans la magnifique bibliothèque qui lui coupait encore le souffle chaque fois qu'elle y entrait. Et à travers tout cela, elle se surprit à remarquer des choses sur son mari qui contredisaient tout ce que la société avait murmuré sur le duc d'Ashworth, froid et redoutable. Cela commença par de petites observations, des détails si mineurs qu'elle aurait pu les rejeter comme des coïncidences s'ils ne s'étaient pas accumulés avec une telle constance. La façon dont son thé du matin arrivait préparé, exactement comme elle le préférait, avec du miel plutôt que du sucre. Bien qu'elle ne se souvînt pas avoir jamais mentionné sa préférence à quiconque, sauf à la femme de chambre qui l'avait servi ce premier jour accablant. Puis il y eut les livres qui apparurent dans son salon sans explication, des volumes qu'elle avait mentionnés en passant lors de leurs conversations de plus en plus longues au dîner, des titres sur lesquels elle s'était interrogée à voix haute, puis avait oublié, mais qu'il avait pourtant retenu, et s'était procuré pour elle comme si ces curiosités oisives étaient des sujets dignes d'attention. Des fleurs fraîches de serre commencèrent à apparaître dans ses appartements chaque matin, non pas les arrangements à la mode que la société jugeait appropriés, mais les fleurs simples qu'elle aimait depuis l'enfance, des fleurs sauvages et des roses aux couleurs douces qui lui rappelaient le modeste jardin de sa mère, et lorsqu'elle interrogea Mrs. Barrett à leur sujet, la gouvernante sourit d'un air entendu et dit seulement que « sa grâce »
avait donné des instructions spécifiques. Leurs dîners ensemble s'allongèrent au fil des jours, les silences gênants de leur première soirée se remplissant progressivement de conversations qui allaient des affaires du domaine à la philosophie, en passant par les livres qu'ils lisaient tous les deux. Et Eleanor se surprit à attendre ces heures avec une anticipation qui la surprenait. Un soir, il parla avec hésitation de son enfance, d'un père dont les attentes avaient écrasé plutôt que cultivé, d'une mère dont l'affection avait été la seule chaleur dans une maison conçue pour produire un héritier parfait plutôt qu'un fils heureux. Et Eleanor écouta le cœur serré pour le garçon solitaire qu'il avait dû être, comprenant soudain pourquoi il avait bâti des murs si redoutables autour de lui. Il l'interrogea sur son propre passé, et elle se sentit se crisper, pas encore prête à parler de Reginald, pas encore disposée à révéler la profondeur de son humiliation à cet homme dont elle commençait à apprécier l'opinion plus qu'elle ne l'avait prévu, et elle esquiva, avec une aisance exercée, vers des sujets plus sûrs, tandis que quelque chose dans ses yeux gris suggérait qu'il comprenait qu'il y avait des blessures qu'elle n'était pas encore prête à montrer. Cela arriva sans avertissement. Un commentaire qu'il fit sur un personnage particulièrement pompeux du roman qu'ils lisaient tous les deux, sa façon de le dire si inattendue et si parfaitement sèche qu'un rire s'échappa d'elle avant qu'elle ne puisse le retenir, authentique, clair et sans aucune retenue, et quand elle le regarda, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Le coin de sa bouche sévère se releva, ses yeux gris se réchauffant de ce qui ne pouvait être que de l'amusement, et pendant un bref instant, le redoutable duc d'Ashworth parut presque accessible, presque doux, presque comme un homme qui pourrait être capable de joie si seulement quelqu'un lui apprenait comment l'atteindre. La lettre arriva par un matin gris de février. Son écriture élégante et son papier crème épais annonçant ce qu'Eleanor redoutait depuis que les premiers perce-neige avaient percé le sol gelé. La saison approchait, et l'on s'attendait à ce que le duc d'Ashworth présente sa nouvelle duchesse à la société. Elle lut les mots détaillant leur présence requise à une série de bals et de dîners, leur obligation d'ouvrir Ashworth House à Londres et de prendre leur place au sein du ton, et elle sentit la paix fragile qu'elle avait cultivée à Ravensmoor commencer à se fissurer et se briser comme de la glace sous un poids inattendu. Londres signifiait la société, et la société signifiait les murmures, et les murmures signifiaient affronter toutes ces personnes qui avaient été témoins de son humiliation, qui avaient ri derrière leurs éventails alors que Reginald Blackmore la déclarait indigne de son attention, qui se demanderaient sûrement ce que le duc d'Ashworth pouvait bien voir chez une femme si complètement rejetée par un simple héritier de comte. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension qu'Eleanor ne put tout à fait dissimuler, une raideur dans ses épaules et une distraction dans ses yeux qu'elle pensait bien cacher jusqu'à ce qu'un soir, le duc pose son livre et la regarde à travers la bibliothèque avec ses yeux gris perçants qui semblaient ne voir bien plus qu'elle ne souhaitait le révéler. Il demanda directement, comme à son habitude, ce qui la troublait, et quelque chose dans la constance tranquille de son regard, dans les semaines de petite gentillesse qui s'étaient accumulées entre eux comme de la neige recouvrant progressivement un sol stérile, fit qu'Eleanor prononça enfin les mots qu'elle avait gardés si soigneusement depuis le jour de leur rencontre. Elle lui raconta tout, la cour de Reginald, ses promesses, l'espoir qu'elle s'était permis de ressentir malgré sa nature pratique, puis le rejet public dévastateur qui avait brisé non seulement ses perspectives, mais aussi sa confiance en sa propre valeur. Elle décrivit le rire qui l'avait suivi hors de la salle de bal de Lady Pembroke, les regards apitoyés, la façon dont d'anciennes amies s'étaient soudainement trouvées trop occupées pour lui rendre visite. Et pendant qu'elle parlait, elle vit le visage du duc passer de son calme sévère habituel à quelque chose de bien plus effrayant.
une fureur froide qui brûlait dans ses yeux et crispait sa mâchoire jusqu'à ce qu'elle regrette presque sa confession. Quand elle eut fini, le silence s'étendit entre eux comme un souffle retenu, puis il parla d'une voix si maîtrisée, si mortellement calme, qu'Eleanor comprit pour la première fois pourquoi les hommes puissants traitaient le duc d'Ashworth avec une déférence si prudente. Il n'était pas seulement riche et titré, il était dangereux quand on le provoquait, et elle venait de le provoquer en sa faveur d'une manière qui la laissait incertaine de devoir se sentir protégée ou alarmée. Ces mots furent simples, prononcés avec le poids d'une certitude absolue. Personne ne parlerait plus en mal d'elle, personne n'oserait la regarder avec autre chose que le respect dû à la duchesse d'Ashworth. Et si quelqu'un tentait le contraire, il découvrirait précisément ce que signifiait s'attirer son déplaisir. Eleanor ne savait pas si elle devait le croire, ne savait pas si un homme pouvait vraiment la protéger de la cruauté du ton, mais alors qu'ils partaient pour Londres 2 jours plus tard, elle se surprit à le regarder avec des yeux nouveaux, se demandant ce qu'il pourrait faire face à l'homme qui l'avait brisé, et ressentant pour la première fois en 2 ans quelque chose qui aurait pu être le frémissement de l'espoir sous sa résignation soigneusement cultivée. Le soir du bal de Lady Worthington arriva avec toute la certitude inexorable d'une sentence longtemps différée, et Eleanor se tenait devant le miroir de ses appartements à Ashworth House, pendant que sa femme de chambre arrangeait les dernières touches de sa toilette, observant son propre reflet comme si elle observait une étrangère préparée pour la bataille, plutôt qu'une duchesse se préparant pour une danse. La robe était exquise, une création de soie saphir qui captait la lumière des bougies et la transformait en quelque chose de lumineux, le corsage parfaitement ajusté à sa silhouette, tandis que les jupes balayaient derrière elle en vagues élégantes qui chuchotaient contre le sol à chaque petit mouvement qu'elle faisait. À sa gorge reposaient les diamants d'Ashworth, une cascade éblouissante de pierres qui avait orné des duchesses pendant des générations, leur poids à la fois littéral et symbolique contre sa peau, et Eleanor se surprit à les toucher à plusieurs reprises, comme pour confirmer qu'ils étaient réels, comme pour se rappeler qu'elle avait tout à fait le droit de les porter malgré ce que certains pourraient murmurer derrière leurs éventails. Le duc apparut à sa porte précisément à l'heure convenue, sa haute silhouette impeccable dans des vêtements de soirée noirs qui soulignaient la largeur de ses épaules et la beauté sévère de ses traits. Et lorsque ses yeux gris se posèrent sur elle, elle vit quelque chose vaciller dans leur profondeur, quelque chose qui aurait pu être de l'admiration ou de l'approbation, ou peut-être quelque chose de plus chaleureux encore, bien qu'il ne l'exprimât que par un bref signe de tête, et le seul mot « magnifique » prononcé sur son ton mesuré caractéristique. Le trajet en voiture se passa dans un silence tendu. Les mains gantées d'Eleanor, jointes fermement sur ses genoux, tandis qu'elle répétait mentalement toutes les réponses dignes qu'elle pourrait offrir aux remarques cinglantes qu'elle anticipait. Et à côté d'elle, le duc était assis avec son immobilité coutumière, bien qu'une fois sa main se soit tendue et ait couvert la sienne un bref instant, un geste de réconfort qui calma son cœur battant plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Lorsqu'ils arrivèrent à la grande demeure de Lady Worthington, le hall d'entrée flamboyant de lumière et bourdonnant de la conversation des familles les plus distinguées de Londres, Eleanor sentit tous les yeux se tourner vers eux lorsque le majordome annonça leur nom d'une voix retentissante. Et le silence soudain qui tomba sur les invités proches confirma ce qu'elle avait redouté. La société attendait ce moment, avide d'un aperçu de la femme qui avait réussi à capturer l'insaisissable duc d'Ashworth. Elle releva le menton et plaça sa main sur le bras offert de son mari, et ensemble, ils descendirent dans la salle de bal, tandis que les murmures les suivaient comme des ombres. Mais la présence du duc à ses côtés était stable et inflexible comme la pierre, sa main pressant fermement la sienne contre son bras en un réconfort silencieux. Il la présenta à un personnage influent après l'autre,
à des comtesses, des comtes et de puissantes figures politiques qui la traitaient avec une déférence prudente, car il comprenait que Snobber, la duchesse d'Ashworth, s'était s'attirer le déplaisir d'un homme dont il ne pouvait se permettre de perdre l'influence, et progressivement, Eleanor sentit une partie de sa tension se relâcher en réalisant que quoi que la société puisse penser d'elle personnellement, personne n'oserait exprimer son mépris ouvertement. Elle avait presque commencé à s'amuser, s'était presque permis de croire que cette soirée pourrait se passer sans incident, lorsque son regard dériva à travers la salle de bal bondée et se posa sur un visage qu'elle avait espéré ne plus jamais revoir, et son cœur se serra douloureusement dans sa poitrine, tandis qu'elle regardait Lord Reginald Blackmore se tourner vers elle, la reconnaissance naissant dans ses yeux bleus et froids. Sa femme Arabella se tenant à ses côtés avec une expression pincée et malheureuse qui suggérait que ses 40 000 livres avaient acheté quelque chose de bien moins satisfaisant qu'elle ne l'avait prévu. Il se fraya un chemin à travers la foule vers eux avec l'arrogance désinvolte d'un homme à qui l'on n'avait jamais rien refusé. Son sourire figé dans cette expression charmante dont Eleanor se souvenait si bien de l'époque où elle avait sottement cru que cela signifiait quelque chose. Et alors qu'il approchait, elle sentit la sensation familière de sa gorge se nouer, de son cœur s'emballer, et de tout le calme soigneusement construit qu'elle avait cultivé pendant 2 ans, menacé de s'effondrer en poussière à ses pieds. Sa salutation fut tout ce qu'elle avait anticipé et craint. Sa voix portant juste assez fort pour que les invités proches l'entendent alors qu'il offrait une élégante révérence et parlait avec une fausse chaleur qui ne dissimulait en rien la méchanceté sous-jacente. « Comme il est surprenant de vous voir si élevée, Miss, pardonnez-moi, votre grâce, » se corrigea-t-il avec une déférence exagérée. Quel retournement de fortune inattendu pour quelqu'un qui semblait autrefois destiné à un chemin si différent. Arabella se tenait légèrement derrière lui, son visage une étude de misère à peine dissimulée, sa robe coûteuse et ses bijoux élaborés ne faisant rien pour masquer le malheur qui avait creusé des rides autour de sa bouche et terni l'éclat de ses yeux. Et Eleanor réalisa, avec une clarté soudaine, que 40 000 livres n'avaient acheté à cette femme, rien d'autre qu'un mari froid. Un mariage solitaire et la connaissance amère qu'elle avait échangé sa fortune contre un titre détenu par un homme incapable d'affection sincère. Eleanor ouvrit la bouche pour répondre, pour offrir une réplique digne qui démontrerait à quel point ces mots l'affectaient peu, mais se trouva figée, comme si les années écoulées s'étaient évanouies, et qu'elle était de nouveau cette jeune fille dévastée dans la salle de bal de Lady Pembroke, s'entendant déclarer indigne devant le tout Londres assemblé, sentant ses rêves se briser autour d'elle comme de la porcelaine fine jetée contre des sols de marbre. Elle n'eut cependant pas besoin de trouver sa voie, car dans l'espace d'un battement de cœur, le duc s'avança, et la température autour de leur petit groupe sembla chuter de plusieurs degrés, alors qu'il fixait Reginald d'un regard qui aurait pu geler la Tamise en juillet, et parlait d'une voix si froide, si maîtrisée, si mortellement précise qu'Eleanor vit la couleur quitter le visage de Reginald comme l'eau d'un vase brisé. « Ma femme, » dit le duc avec une emphase terrible, « n'a nul besoin d'élévation, Lord Blackmore, car elle a toujours possédé ce que votre espèce ne peut acheter, peu importe avec quel désespoir vous pourriez essayer, une valeur authentique, une grâce véritable, une qualité de caractère que l'argent ne peut ni acheter ni imiter. » La salle de bal était devenue complètement silencieuse autour d'eux, les conversations proches s'éteignant alors que les invités se tournaient pour assister au spectacle sans précédent du duc d'Ashworth défendant sa duchesse avec une férocité que personne ne lui avait jamais vue, et Eleanor regarda le sourire confiant de Reginald vaciller, s'effriter et finalement disparaître entièrement,
remplacée par la prise de conscience naissante qu'il avait gravement mal calculée en abordant une femme qui n'était plus sans protection, qui avait maintenant un champion prêt à détruire tout homme assez fou pour l'insulter. « Je vous suggère, continua le duc, avec le même calme mortel, de vous souvenir précisément à qui vous parlez, et de vous comporter en conséquence pour le temps qu'il vous reste en société. En supposant que vous ayez la sagesse de vous retirer de ma présence avant que je ne décide de faire connaître plus largement mon déplaisir. » Reginald battit en retraite, trébuchant presque sur ses propres pieds, dans sa hâte de s'échapper, et tandis qu'Éléanore se tenait dans le silence retentissant qui suivit, elle sentit quelque chose de fondamental se transformer dans sa poitrine, une fissure dans les murs qu'elle avait si soigneusement construits, une reconnaissance naissante que cet homme sévère et réservé venait de défendre son honneur devant tout Londres, avec une passion qui révélait des profondeurs qu'elle commençait seulement à comprendre, et pour la première fois depuis cette terrible nuit, il y a 2 ans, elle ne ressentit pas la honte, mais quelque chose de bien plus dangereux, le frémissement sauvage, terrifiant et irrésistible de l'espoir. Le trajet en voiture pour rentrer se déroula dans un silence différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant, chargé de sentiments non dits et de l'électricité persistante de ce qui s'était passé dans cette salle de bal étincelante. Et Éléanore était assise, les mains jointes fermement sur ses genoux, tandis qu'elle cherchait des mots adéquats pour exprimer le tumulte d'émotions qui menaçait de submerger son calme si soigneusement maintenu. Elle avait passé 2 ans à construire des murs autour de son cœur blessé, 2 ans à se convaincre qu'elle était indigne de défense ou de dévotion, 2 ans à accepter le jugement d'un homme qui n'avait jamais possédé la capacité de reconnaître la vraie valeur, et en l'espace d'un seul instant, son mari avait démantelé chacune de ses croyances si soigneusement construites, avec rien de plus que la fureur froide de sa voix et la conviction inébranlable de ses paroles. Lorsqu'elle retrouva enfin sa voix, elle ne sortit qu'à peine plus qu'un murmure, une simple expression de gratitude qui semblait totalement inadéquate pour transmettre la profondeur de ce que sa défense avait signifié pour elle, et elle observa son profil dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres de la voiture pendant qu'elle parlait, vit le léger resserrement de sa mâchoire qu'elle avait appris à reconnaître comme sa réponse à une forte émotion. Il écarta ses remerciements avec sa brièveté caractéristique, insistant sur le fait qu'il n'avait dit que la simple vérité, que tout homme ayant des yeux pour voir et de l'esprit pour comprendre reconnaîtrait ce que Reginald Blackmore avait été trop sot et trop vénal pour apprécier, et Éléanore sentit son souffle se couper à la certitude évidente de son ton, comme si sa valeur était si manifeste que la défendre ne nécessitait aucun courage ou considération particulière. Puis il se tourna pour la regarder directement, ses yeux gris retenant les siens avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls, et il prononça des mots qui résonneraient dans sa mémoire pour les années à venir. « Vous valez 10 hommes de son espèce, Éléanore, vous en valez 100, et j'en aurais dit bien plus si les convenances l'avaient permis. » Elle sentit la piqûre chaude des larmes derrière ses yeux, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Sentit l'armure soigneusement construite autour de son cœur commencer à se fissurer et à s'effriter sous le poids de sa conviction tranquille, et elle dut détourner le regard vers les rues sombres qui défilaient derrière la fenêtre de peur qu'il ne voie à quel point ses paroles l'avaient bouleversée. Lorsqu'ils arrivèrent à Ashworth House et se séparèrent pour rejoindre leurs appartements respectifs, comme c'était leur coutume, Éléanore se trouva incapable de dormir malgré l'heure tardive, allongée dans son lit élégant, tandis qu'elle rejouait chaque moment de la soirée avec des détails exhaustifs. La méchanceté froide dans les yeux de Reginald, la misère évidente sur les traits pincés d'Arabella, l'intrépidité absolue avec laquelle son mari s'était avancé pour la protéger du mal.
Elle pensa à sa main stable dans son dos tout au long de la soirée, à son attention prudente à son confort, à la façon dont il l'avait présentée aux personnalités les plus puissantes de Londres, avec une fierté indubitable dans sa voix, et elle reconnut avec une merveille naissante que quelque chose de fondamental s'était transformé dans son cœur, quelque chose qu'elle avait cru mort et enterré, revenant lentement à une vie tremblante. Elle commençait à ressentir quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle s'était juré de ne plus jamais se permettre, après que la trahison de Reginald lui eut appris le terrible coup d'une telle vulnérabilité. Elle commençait à ressentir de l'espoir. Les semaines qui suivirent le bal de Lady Worthington se déroulèrent avec une douceur qu'Elinor n'avait jamais osé imaginer. Chaque jour apportant de nouvelles découvertes sur l'homme qu'elle avait épousé, et la profondeur inattendue du sentiment qui grandissait entre eux, comme une plante tendre qui aurait enfin trouvé les conditions nécessaires à son épanouissement. Ils assistèrent à d'autres bals et soirées comme l'exigeait la saison, et à chaque fois, Éléanore remarqua comment son mari se positionnait comme son gardien constant, sa main trouvant le creux de ses reins comme si elle y avait toujours appartenu, ses yeux gris scrutant chaque pièce à la recherche de menaces potentielles pour son confort ou sa dignité, son comportement froid se dégelant perceptiblement chaque fois qu'il regardait son visage. Pourtant, ce ne furent pas les occasions publiques qui nourrirent le lien qui se formait entre eux, mais plutôt les heures tranquilles qu'ils commencèrent à passer ensemble à Ashworth House, des soirées qui s'étaient autrefois déroulées dans un silence gênant, maintenant rempli de conversations, de compagnie agréable et de quelque chose qui ressemblait de plus en plus à une intimité de la plus pure espèce. Ils développèrent des rituels sans jamais en décider consciemment. Lire ensemble dans la bibliothèque après le dîner, Éléanore blottie dans le fauteuil le plus proche du feu, tandis que Marcus occupait celui à côté d'elle, leurs livres parfois oubliés, alors que la discussion sur les événements de la journée, les souvenirs d'enfance ou les rêves pour l'avenir les emportaient tard dans la nuit. Par les belles matinées, ils se promenaient ensemble dans le petit jardin derrière la maison de ville. Et c'est au cours d'une de ces promenades que Marcus avoua quelque chose qu'Éléanore soupçonnait qu'il n'avait jamais dit à voix haute à une autre âme vivante, qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à se croire incapable d'inspirer une affection sincère, que la froideur de son père et sa propre nature réservée l'avaient convaincu qu'il ne connaîtrait jamais une véritable compagnie, qu'il avait proposé leur arrangement pratique en s'attendant pleinement à vivre ses jours dans un partenariat confortable mais solitaire avec une femme qui tolérait sa présence sans vraiment le voir. Éléanore se surprit à partager à son tour, lui racontant les craintes qui la hantaient depuis la trahison de Reginald, qu'elle ne serait jamais assez pour personne, qu'il y avait une déficience fondamentale en elle qui la rendait indigne d'un véritable amour, qu'elle avait accepté sa proposition en croyant ne mériter rien de mieux qu'un arrangement commercial déguisé en habit de mariage. Ces confessions créèrent une nouvelle proximité entre eux, un sentiment d'être vraiment connus et acceptés que ni l'un ni l'autre n'avaient connu auparavant, et Éléanore devint de plus en plus consciente de son mari d'une manière qui n'avait rien à voir avec la conversation ou la compagnie. La largeur de ses épaules quand il se tenait près d'elle, la façon dont sa voix baissait d'un registre quand il parlait en privé, la chaleur de son corps quand ils étaient assis l'un près de l'autre dans la bibliothèque. Un soir, alors qu'ils lisaient à leur place habituelle, Marcus tendit la main à travers la petite distance entre leurs fauteuils et prit la sienne, leurs doigts s'entremêlant aussi naturellement que la respiration, et aucun d'eux ne se retira ni ne reconnut le geste par des mots, permettant simplement à la connexion d'exister comme si elle avait toujours été inévitable. Le personnel de la maison remarqua le changement chez leur maître, l'adoucissement de ses traits sévères lorsque la duchesse entrait dans une pièce, le son de son rire résonnant dans des couloirs qui n'avaient connu que le silence pendant tant d'années
et l'on entendit Mrs. Barrett dire à la cuisinière qu'elle n'avait jamais vu sa grâce aussi content de toutes ces décennies de service. Eleanor, allongée éveillée la nuit dans sa chambre, ne pouvait plus prétendre que ce qu'elle ressentait n'était que de la gratitude ou une affection confortable. Elle désirait son mari avec une férocité qui l'effrayait. Désirait non seulement sa protection et sa conversation, mais son cœur, sa passion, son tout, et elle savait avec une certitude terrifiante qu'un arrangement pratique ne serait plus jamais suffisant pour une âme qui s'était enfin souvenue comment espérer. L'anniversaire d'Eleanor arriva par un matin gris de fin mai, et elle n'en avait parlé à personne, n'avait fait aucune mention de la signification de cette date à son mari ou au personnel de la maison, car elle avait appris il y a longtemps à ne rien attendre et à s'épargner ainsi la piqûre de la déception qui suivait inévitablement l'espoir. Elle avait passé tant d'anniversaires dans une solitude tranquille depuis la trahison de Reginald, marquant le passage d'une autre année avec rien de plus qu'une réflexion privée sur tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle s'était résignée à ne jamais avoir, qu'il semblait presque naturel de laisser celui-ci passer inaperçu également, un autre jour ne se distinguant de ses semblables que par sa propre conscience silencieuse. Elle descendit pour le petit déjeuner sans s'attendre à rien d'extraordinaire et trouva Marcus déjà assis à table, ce qui était en soi inhabituel car il se levait généralement plus tôt et s'occupait de sa correspondance dans son bureau avant qu'elle n'apparaisse, et elle remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Une tension à peine perceptible dans la posture de ses épaules et une qualité de vigilance dans ses yeux gris qui firent s'accélérer son pouls sans qu'elle comprenne pourquoi. Il attendit qu'on lui ait servi son thé et qu'elle ait pris sa première gorgée avant de parler, et même alors ses mots étaient hésitants, presque incertains, si différents de sa manière décisive habituelle qu'Eleanor sentit sa confusion s'approfondir jusqu'à devenir presque de l'alarme. Il lui demanda si elle avait vraiment cru qu'il ne découvrirait pas la date de sa naissance, et comme elle ne trouvait aucune réponse adéquate, il se leva de sa chaise et alla chercher un paquet enveloppé de papier bleu foncé sur le buffet, le lui présentant avec une expression qu'elle ne pouvait tout à fait interpréter. Quelque chose entre l'espoir et l'appréhension qui semblait étranger sur des traits habituellement si soigneusement contrôlés. Ses mains tremblèrent en déballant le cadeau, et lorsqu'elle vit ce qui se trouvait à l'intérieur du papier, elle sentit le monde s'immobiliser soudainement autour d'elle. Une première édition de son roman préféré, celui qu'elle n'avait mentionné qu'une seule fois, en passant lors d'une de leurs conversations du soir, celui qu'elle aimait depuis son enfance et n'avait jamais pu s'offrir autrement que sous la forme la moins chère réimprimée. Elle ouvrit la couverture avec des doigts respectueux et trouva une inscription écrite de la main hardie de son mari, les mots se brouillant devant ses yeux alors que leur signification pénétrait les défenses qu'elle avait bâties autour de son cœur. Pour Eleanor, qui m'a appris que certains trésors ne se mesurent pas en or. Les larmes vinrent alors, soudaines et accablantes, coulant sur ses joues avant qu'elle ne puisse penser à les en empêcher, et elle vit l'alarme traverser le visage de Marcus alors qu'il se dirigeait vers elle, clairement affligé par ses pleurs et incertain si son cadeau avait d'une manière ou d'une autre offensé plutôt que fait plaisir. Elle dut expliquer à travers ses larmes que personne ne l'avait jamais vu si clairement, que personne n'avait jamais écouté assez attentivement pour se souvenir des petits détails de ses préférences et de ses désirs, que personne ne l'avait jamais fait se sentir si profondément connu et apprécié pour rien de plus qu'elle-même. Et pendant qu'elle parlait, elle vit la compréhension poindre dans ses yeux, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Il tendit la main lentement, lui donnant le temps de se reculer si elle le souhaitait, et comme elle restait immobile, ses doigts effleurèrent doucement sa joue, attrapant une larme et l'essuyant avec une tendresse qui lui coupa entièrement le souffle. Aucun d'eux ne parla dans les instants qui suivirent, mais les mots étaient devenus inutiles,
car tout ce qui importait flottait visiblement dans l'air entre eux, reconnu enfin même si pas encore nommé, et Éléanore sut avec une certitude absolue que rien entre eux ne serait plus jamais pareil. Les jours qui suivirent l'anniversaire d'Éléanore se déroulèrent dans un étrange état de suspension, l'air entre elle et Marcus chargé de tout ce qui restait non dit. Chaque regard alourdi d'une signification que ni l'un ni l'autre n'osait encore articuler, chaque contact accidentel de doigts envoyant des courants de conscience à travers tout l'être d'Éléanore, jusqu'à ce qu'elle pense pouvoir se briser sous la force de contenir tant de sentiments dans le fragile vaisseau de son cœur. Ils poursuivirent leurs rituels établis, les promenades matinales, les lectures du soir, les dîners qui s'éternisaient, mais tout semblait différent maintenant, transformé par la connaissance qui planait entre eux comme une brume matinale, attendant d'être dissipée par le soleil, et Éléanore se surprit à observer son mari avec des yeux nouveaux, cataloguant chaque petit geste, chaque adoucissement de ses traits sévères, chaque moment où son regard gris se posait sur elle avec quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de la faim. Elle savait qu'elle devrait parler, qu'elle devrait trouver le courage de donner voix au tumulte dans sa poitrine, mais les vieilles peurs tenaient sa langue captive, le souvenir du rejet de Reginald lui murmurant qu'elle était sotte, de croire qu'un homme comme Marcus pourrait vraiment la vouloir pour autre chose que l'arrangement pratique sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Et ainsi, elle resta silencieuse, même si son cœur menaçait de déborder de mots qu'elle ne parvenait pas tout à fait à prononcer. Ce fut Marcus qui brisa finalement la tension, un soir où la pluie striait les fenêtres de la bibliothèque, où le feu crépitait bas dans l'âtre et où Éléanore était assise avec un livre qu'elle n'avait pas vraiment lu depuis 1 heure, son attention entièrement fixée sur l'homme dans le fauteuil à côté d'elle qui avait posé son propre volume et la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant, quelque chose de brut et de vulnérable qui lui coupa le souffle. Il prononça son nom, juste son nom, et quelque chose dans sa voix la fit mettre son livre de côté et se tourner complètement vers lui, et elle vit ses mains se crisper sur les bras de son fauteuil, comme s'il se préparait pour la bataille, et quand il parla à nouveau, ses mots sortirent avec hésitation, chacun semblant lui coûter un effort considérable, comme un homme peu habitué au langage des sentiments tendres, tentant de naviguer dans une langue étrangère. Il lui dit qu'il ne s'était pas attendu à cela, que lorsqu'il avait proposé leur arrangement, il s'était cru content de l'aspect pratique, de la compagnie et de la satisfaction tranquille d'avoir bien choisi, mais que quelque part dans les semaines et les mois depuis leur mariage, tout avait changé, s'était transformé en quelque chose qu'il reconnaissait à peine, et il trouvait maintenant qu'il ne pouvait imaginer sa vie sans elle, ne pouvait envisager de retourner à l'existence froide qu'il avait connue avant qu'elle ne vienne remplir sa maison et ses jours de chaleur, de rire et du plaisir simple et profond de sa présence. Sa voix baissa encore plus alors qu'il prononçait les mots qu'Éléanore n'avait jamais vraiment cru entendre lui être adressés. « Vous êtes devenue tout pour moi, Éléanore. Je vous aime. » Les larmes vinrent alors, impossibles à retenir, et à travers elles, Éléanore dit enfin sa propre vérité, avouant ses peurs, son incrédulité, qu'elle puisse être vraiment aimée, et enfin, l'aveu qui brûlait en elle depuis des semaines. « Je vous aime. Je crois que je vous aime depuis plus longtemps que je ne le savais. » Marcus se leva de son fauteuil et traversa la petite distance qui les séparait, l'attirant sur ses pieds, et quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, le baiser fut tendre, passionné et parfait, un sceau sur leur déclaration, une promesse de tout ce qui était à venir. Cette nuit-là, lorsque le feu s'était consumé et que la pluie s'était adoucie en un doux murmure contre les fenêtres, Marcus conduisit Éléanore non pas à la porte de ses propres appartements, mais aux siens, et elle le suivit volontiers,
son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il devait le sentir à travers les doigts entrelacés avec les siens. Et lorsque la porte se referma derrière eux et qu'ils se tinrent seuls à la lueur vacillante des bougies, elle ne ressentit aucune peur, aucune hésitation, seulement un sentiment profond et écrasant de justesse, d'être enfin arrivée à une destination qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Il fut tendre d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, ses mains douces traçant les lignes de son visage, de ses épaules, la courbe de sa taille, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile qu'il craignait d'endommager. Et quand elle trembla, ce ne fut pas de froid ou d'appréhension, mais de la pure intensité d'être touchée avec une telle révérence, une dévotion si indubitable, par un homme que le monde entier avait cru incapable d'un tel sentiment. Il murmura des mots contre sa peau en la tenant, des mots d'amour, d'émerveillement et de gratitude, lui disant qu'elle était belle, qu'elle était désirée, qu'elle était tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer trouver, et chaque mot s'installa dans son cœur comme des graines prenant racine dans un sol fertile, remplissant des espaces qui avaient été stériles et vides depuis si longtemps qu'elle avait oublié leur existence. Quand ils s'unirent enfin, ce fut avec une tendresse qui amena de nouvelles larmes aux yeux d'Éléanore, des larmes de joie cette fois plutôt que de chagrin, et elle s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde soudainement recréé, haletant son nom comme une prière, se sentant connue, chérie et désirée d'une manière qui transforma tout ce qu'elle avait cru sur elle-même et sa valeur. Ensuite, ils restèrent enlacés sous la lourde couverture, sa tête sur sa poitrine, où elle pouvait entendre le rythme régulier de son cœur ralentir progressivement. Et ils parlèrent à voix basse de petites et de grandes choses, de l'avenir qui s'étendait devant eux, radieux de possibilités, des enfants qu'ils pourraient avoir, de la vie qu'ils construiraient ensemble à Ravensmoor, à Londres et partout où leur voyage pourrait les mener. Et parfois, ils restaient simplement dans un silence complice, n'ayant besoin d'aucun mot pour communiquer le profond contentement qui les remplissait tous les deux. Il lui dit qu'elle l'avait transformé, qu'avant son arrivée, il n'avait été qu'un homme existant, accomplissant les gestes de la vie sans vraiment vivre, et qu'elle lui avait donné une raison d'espérer, une raison de croire que le bonheur n'était pas seulement un conte de fées raconté aux enfants, mais quelque chose de réel et d'atteignable. Et Éléanore pressa ses lèvres à l'endroit au-dessus de son cœur, et lui dit qu'il avait fait de même pour elle, qu'il lui avait montré qu'elle était digne d'amour, qu'il avait guéri des blessures qu'elle avait crues douloureuses pour toujours. Quand le sommeil les gagna enfin, ils restèrent enlacés. Les membres emmêlés comme si même dans l'inconscience, ils ne pouvaient supporter d'être séparés, et la dernière pensée d'Éléanore, avant de se rendre au rêve, fut une pure et parfaite merveille, que telle était sa vie maintenant, que cet homme était à elle et elle à lui, que l'arrangement froid et pratique sur lequel ils s'étaient mis d'accord s'était épanoui en quelque chose de si beau et complet que cela semblait presque impossible. Et pourtant, elle était là dans ses bras, aimée au-delà de toute mesure, enfin entière. Les semaines qui suivirent leur union transformèrent non seulement les heures privées qu'Éléanore et Marcus partageaient, mais aussi leur existence publique et la société, toujours à l'affût de scandales ou de sensations, se trouva témoin de quelque chose de bien plus remarquable que l'un ou l'autre, la métamorphose complète et indéniable du duc d'Ashworth, de l'homme le plus froid d'Angleterre à un mari si manifestement épris de sa femme que cela devint le sujet de conversations chuchotées dans tous les salons de Londres. Il dansait maintenant, cet homme qui avait notoirement refusé de fouler la piste de danse à quelque bal, que ce soit au cours de la dernière décennie, mais il ne dansait qu'avec Éléanore, la menant dans des valses avec une tendresse possessive qui faisait s'éventer les matrones observatrices et soupirer de désirs romantiques les jeunes débutantes. Et lorsque la musique se terminait,
Il ne la laissait pas à la compagnie des autres, mais la gardait à ses côtés, sa main reposant dans le creux de ses reins avec une intimité qui parlait d'une appartenance absolue. Les dames qui avaient autrefois murmuré des évaluations cruelles sur la modeste dot d'Eleanor et ses relations quelconques cherchaient maintenant sa faveur avec un enthousiasme désespéré, envoyant des cartes, des invitations et des notes flatteuses qu'Eleanor recevait avec une dignité gracieuse et un amusement privé et discret, comprenant parfaitement que leur chaleur soudaine avait tout à voir avec le pouvoir de son mari, et rien avec une quelconque considération sincère, mais découvrant qu'elle ne se souciait plus de ce qui motivait leurs attentions, car elle avait la seule considération qui comptait vraiment. Au grand bal de Lady Pemberton, l'événement de la saison, Eleanor aperçut Lord Reginald Blackmore et sa femme Arabella se tenant au bord de la salle, et là où autrefois cette vue aurait envoyé de la glace dans ses veines, elle les observait maintenant avec quelque chose approchant la pitié. Le visage d'Arabella était pincé et malheureux, sa magnifique robe incapable de dissimuler la misère dans ses yeux, tandis que Reginald lui-même semblait diminuer en quelque sorte, sa fortune se réduisant apparemment à cause de mauvais investissements, son importance s'estompant, alors que l'attention de la société se tournait vers des étoiles plus nouvelles et plus brillantes. C'est à ce même bal que Marcus se leva pendant le souper, un verre de cristal à la main, et la salle se tut dans l'attente, tandis que le duc d'Ashworth commandait l'attention aussi aisément qu'il commandait tout le reste. Et quand il parla, sa voix porta jusqu'à chaque coin de la grande salle à manger. À la duchesse d'Ashworth, la plus belle femme d'Angleterre, dont la grâce et la bonté m'honorent chaque jour au-delà de tout mérite de ma part. Eleanor sentit le poids de chaque regard dans la salle sur elle, alors qu'elle levait son propre verre en guise de reconnaissance, mais elle ne rougit ni ne se recroquevilla comme elle aurait pu le faire quelques mois auparavant. Au lieu de cela, elle croisa le regard de son mari par-dessus l'argenterie et le cristal étincelant, et sourit avec la confiance tranquille d'une femme qui se savait aimer. Et à cet instant, elle comprit que les murmures qui l'entouraient avaient complètement changé, transformés de spéculation sur son indignité en émerveillement devant sa bonne fortune. Bien qu'Eleanor connût la vérité qui échappait à la compréhension de la société, ce n'était pas du tout de la fortune, mais le don miraculeux d'avoir été vraiment vue par la seule personne dont la vision comptait, et dans ce regard, tout avait changé. 5 années s'étaient écoulées depuis cette première saison en tant que duchesse d'Ashworth, 5 années qui avaient coulé comme du miel, dorées, douces et riches de toutes les bénédictions qu'Eleanor avait autrefois cru ne jamais lui appartenir, et alors qu'elle se tenait à la fenêtre du salon du matin de Ravensmoor, regardant ses enfants jouer sur la pelouse ensoleillée, elle s'émerveillait de la manière dont sa vie s'était complètement transformée depuis ces jours sombres où elle s'était crue indigne d'amour, ne méritant pas le bonheur, destinée à rien de plus qu'une endurance pratique de ce que le destin lui fournirait. Ils étaient 3 maintenant, 3 âmes précieuses qui avaient complété leur famille. Charlotte, l'aînée de 4 ans, qui avait hérité des yeux bruns chaleureux et de la disposition douce de sa mère. Élisabeth, qui venait d'avoir 2 ans, un lutin joyeux avec les cheveux sombres de son père et un sourire espiègle qui pouvait arracher un rire même au plus réservé des domestiques, et le bébé William, à peine âgé de 6 mois, qui regardait le monde à travers des yeux d'un gris perçant si exactement semblables à ceux de Marcus que le cœur d'Eleanor se serrait d'amour chaque fois qu'elle le regardait. Les années n'avaient fait qu'approfondir le lien entre Eleanor et son mari, leur tendre affection précoce mûrissant en quelque chose de plus riche et de plus profond, un partenariat bâti sur le respect mutuel et une dévotion inébranlable qui semblait se renforcer à chaque saison qui passait, chaque joie partagée et chaque difficulté surmontée, les liant plus étroitement, jusqu'à ce qu'Eleanor puisse à peine se souvenir de ce qu'était sa vie, avant que Marcus n'en devienne le centre. Il restait réservé en société,
Ce mari qui était le sien, toujours le duc redoutable, qui inspirait l'admiration et peut-être une pointe de peur à ceux qui ne le connaissaient pas bien. Mais entre les murs de leur maison, il était entièrement transformé, un père dévoué que l'on pouvait trouver rampant sur le sol de la nurserie avec ses filles, ou arpentant les couloirs à minuit, avec un nourrisson agité blotti contre sa large poitrine. Et la vue d'une telle tendresse de la part d'un homme que le monde jugeait froid ne manquait jamais de remplir Éléanore d'une profonde gratitude pour le don de pouvoir voir son vrai moi. Ses parents étaient venus en visite la semaine dernière, la santé de son père s'étant beaucoup améliorée grâce aux excellents médecins que Marcus avait discrètement arrangés, sa mère rayonnante de contentement alors qu'elle gâtait ses petits-enfants de friandises et d'histoires, et Éléanore les avait regardés ensemble, avec un cœur si plein qu'elle pensait qu'il pourrait déborder, se souvenant à quel point ils avaient failli tout perdre, à quel point leur situation avait semblé désespérée avant qu'une seule lettre ne change le cours de toute leur vie. Des nouvelles de Reginald leur étaient parvenues occasionnellement au fil des ans. Chaque rapport plus lugubre que le précédent. Le divorce d'avec Arabella avait été scandaleux, sa fortune épuisée et sa patience à bout, et Reginald lui-même s'était retiré dans une modeste propriété à la campagne, son importance entièrement diminuée, son nom n'étant plus prononcé que comme un récit édifiant sur la folie de valoriser la richesse au-dessus du caractère. Éléanore découvrit qu'elle ne pouvait éprouver aucune satisfaction de sa chute, seulement une gratitude tranquille d'avoir été épargnée d'un tel sort, que son rejet cruel l'avait finalement conduite à quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce qu'il aurait pu offrir. Ce soir-là, après que les enfants eurent été embrassés et couchés, Marcus la trouva dans la bibliothèque où elle était assise. Blottie dans son fauteuil préféré, avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment, et il s'approcha d'elle sans parler, la relevant dans ses bras et la serrant contre lui, tandis que le feu crépitait doucement dans l'âtre. « Je remercie Dieu chaque jour que tu aies dit oui, » murmura-t-il contre ses cheveux, et Éléanore se pressa plus près de lui, respirant l'odeur familière et bien-aimée de lui, sentant le battement régulier de son cœur sous sa joue. « Et je remercie Dieu chaque jour que tu m'aies vu, » chuchota-t-elle en retour, quand personne d'autre ne le faisait. Et nous arrivons ainsi à la fin de l'histoire d'Éléanore, bien qu'en vérité, ce ne soit pas du tout une fin, mais simplement une pause, dans un conte qui se poursuit encore dans les couloirs de Ravensmoor. Dans le rire des enfants et les moments tranquilles partagés entre deux âmes qui ont trouvé l'une en l'autre ce qu'aucune n'avait osé espérer. Un amour qui n'est pas né de la flamme fugace de la passion, mais forgé dans le feu plus constant du respect, de la gentillesse et du choix quotidien de voir et de chérir complètement une autre personne. Le voyage d'Éléanore avait commencé dans l'humiliation, dans les paroles cruelles d'un homme qui ne mesurait la valeur qu'en livres et en penses, et l'avait jugée insuffisante. Et elle avait cru ces paroles pendant si longtemps, leur avait permis de s'enfouir dans son cœur et de la convaincre qu'elle était en quelque sorte inférieure, en quelque sorte indigne du bonheur qui semblait venir si facilement aux autres. Et pourtant, la blessure même qui l'avait presque détruite l'avait finalement conduite à quelque chose de bien plus grand que tout ce que Lord Reginald Blackmore aurait jamais pu offrir, car elle l'avait conduite à Marcus, à un homme dont les actions disaient des vérités que de jolis mots ne pourraient jamais égaler. Telle est la leçon qu'Éléanore retint toutes les années qui suivirent, qu'un amour bâti sur les fondations du respect mutuel et de la confiance sincère éclipsera toujours l'engouement le plus vif, que la mesure du caractère d'une personne ne réside pas dans les déclarations qu'elle fait, mais dans les petites gentillesses constantes qu'elle offre, quand personne ne regarde, que la bonne personne verra votre valeur même lorsque le monde vous a convaincu que vous n'en avez aucune.
Si vous avez voyagé avec Éléanore à travers ses pages, à travers ses moments les plus sombres et ses plus grandes joies, alors peut-être portez-vous maintenant une partie de son histoire en vous, et c'est mon plus profond espoir que son conte vous ait offert quelque chose de précieux, que ce soit quelques heures d'évasion agréable ou quelque chose de plus durable, un rappel discret que les opinions de ceux qui ne peuvent voir votre véritable nature ne valent rien du tout, et que quelque part dans ce vaste monde, il peut y avoir quelqu'un capable de vous aimer exactement tel que vous êtes, non pas malgré vos défauts perçus, mais en incluant tout ce qui fait de vous une personne unique. L'image finale que je vous laisse est celle-ci. Une soirée d'été à Ravensmoor, les jardins flamboyants de roses en pleine floraison. Et Éléanore et Marcus marchant main dans la main le long de l'allée de gravier, tandis que le rire de leurs enfants résonne de quelque part au-delà de la haie où ils jouent à un jeu élaboré de leur propre invention. Et Éléanore s'arrête pour lever les yeux vers son mari, vers cet homme qui l'a vu quand personne d'autre ne le faisait, qui l'a choisi parmi toutes les héritières étincelantes de Londres, non pas parce qu'elle possédait la fortune ou une beauté exceptionnelle, mais parce qu'il a reconnu en elle les qualités qui comptaient vraiment, et elle sourit avec le contentement complet d'une femme qui se sait aimer, et il lui sourit en retour avec la chaleur qu'il ne réserve qu'à elle, et les paroles cruelles prononcées toutes ces années, auparavant, au bal de Lady Pembroke, semblent appartenir à une autre vie. Des échos insignifiants qui ne peuvent l'atteindre ici, dans la vie qu'elle a construite avec un homme qui a compris dès le début ce que Reginald Blackmore n'a jamais pu, qu'Eleanor Ashworth avait toujours été digne d'amour, qu'elle avait toujours été suffisante, et qu'elle avait simplement besoin de quelqu'un d'assez sage pour le voir.